C'est un endroit où le ciel célèbre le mariage entre la terre et l'eau. Un espace où la nature semble s'épanouir depuis la nuit des temps dans l'unique but d'enchanter le visiteur. Et pourtant, le Marais Poitevin est une création humaine, une terre ravie à l'océan à partir du Moyen-Âge. Depuis le cœur de la Venise verte jusqu'à la baie d'Aiguillon, en passant par des espaces moins connus des touristes et pourtant tout aussi essentiels, les marais desséchés, c'est un chef-d'œuvre humain que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, avec comme toujours des points de vue inédits grâce à notre drone. Aujourd'hui, cap sur le Marais Poitevin, une terre inventée. Nous commençons nos escapades à côté du village de la Garette, dans la Venise verte. Venise verte, le terme fait rêver. Mais il faut savoir qu'il a été inventé pour les touristes très récemment. Car pour les habitants du Marais, les maraîchins comme Fabrice Ravard, éleveurs depuis plusieurs générations, nous sommes dans les marais mouillés. Fabrice nous a donné rendez-vous sur un petit embarcadère situé dans une ancienne scierie et il n'est pas venu tout seul. Bonjour Fabrice. Bonjour. On tombe le bonjour si je comprends bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va mettre les bateaux champs. On est fin avril, c'est grand temps, donc on les met dans le marais en bateau. Ça porte un nom, ça, c'est quoi? La mise à l'herbe. La mise à l'herbe. On peut vous suivre? Bon, si vous voulez. Allez, Ouais, si vous voulez. on embarque. Oui, si vous voulez. Des vaches sur un bateau, honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Pourquoi alors? Ben, pourquoi? Parce que cette partie du marais est accessible qu'en barque. Donc, comme c'est un secteur d'élevage, les vaches montent en bateau depuis des décennies et des décennies. Aujourd'hui, c'est sur des barges un peu sécurisées, mais avant, on les montait sur ce qu'on appelle des plates, hein, c'est ça? Sur des barques traditionnelles de 22 pieds, hein, donc 22 x 33 cm. Et on en mettait 5 ou 6, tête bêche. Mais ça se passait pas mal quand même. Hein. Ces vaches, elles étaient où, là, avant de... Alors, elles étaient en stabulation, elles sortent de stabulation. C'est-à-dire, elles étaient... Voilà, elles étaient à l'abri, ils ont passé l'hiver à manger du foin. Donc aujourd'hui, naturellement, c'est la fête pour elles. Hein. Parce que là, l'herbe qu'elles vont trouver... Mais, naturellement, l'herbe de printemps, c'est la meilleure de toute façon. Donc là, oui, c'est ce qu'il faut, c'est grand temps même de les mettre. Qui dit bonne herbe, dit bon lait, parce qu'il faut aller le chercher, lait, après, alors. Tout à fait. Alors, maintenant, ce sont que des vaches allaitantes, donc des vaches qui élèvent leurs veaux. À l'époque, c'était que des vaches laitières. Donc les agriculteurs, les maraîchins, venaient traire matin et soir dans le marais en bateau et ramenaient le lait pour que les laitiers puissent les prendre. Et encore avant, les laitiers venaient chercher directement le lait en bateau. On s'en va là, à un pré particulier. Ouais, on n'est pas très loin, à un îlot là, d'une dizaine d'hectares où elles vont passer l'été. On les reprendra qu'au mois d'octobre. Elles ont du sang là quand elles arrivent hein, dans les prés. C'est normal. C'est normal, il faut d'abord qu'elles fassent le tour de la parcelle. Qu'elles prennent leur repère aussi, hein, c'est normal. Les vaches, finalement, c'est un petit peu comme les hommes ici. Vous avez appris à appréhender un environnement qui est très particulier. Ah oui, oui, bah oui, forcément. Quand on est... Il faut être du coin, quoi. Quand même. Moi, je suis né ici. J'ai toujours connu, on faisait tout avec la rivière. Que ce soit le transport du foin, le transport des bêtes, le lait. Mais bon, un mariage, malheureusement un enterrement. Autrefois, le boucher passait en bateau. Le boulanger aussi. Il y avait la vie se faisait avec l'eau. Hein. Vous aviez quel âge la première fois que vous êtes monté sur un bateau? Oh là là,
Moi, je suis né dans la Maison Bleue, donc de l'autre côté de la rivière. Donc la première fois, j'avais peut-être Quelques jours. quelques jours ou quelques semaines. Vous êtes né, vous habitez encore dans sans doute ce qui est la maison la plus célèbre de cette Venise verte, Oui. la maison aux volets bleus. Oui. Pourquoi ils sont bleus d'ailleurs ces volets? Oh, c'est toute une histoire. C'est ma mère qui n'était pas du Marais, qui en venant du bord de la mer, de Dieppe, avait fait repeindre les volets en arrivant. Mon père est natif d'ici, ma mère ne l'était pas. Ah oui, donc avant- à l'origine, il n'y avait pas de volets bleus dans le Marais Non, poitevin. non, c'est elle qui avait choisi la couleur bleue qui rappelait la mer, quoi. Il y a une communauté des Marais, voilà, une façon de se comporter un peu particulière, un caractère. Forcément, on est peut-être un peu différent parce que on vit, comme je disais, près de l'eau avec ces moyens qu'on avait. C'était assez rude autrefois, mais les gens étaient bien parce que ils vivaient bien. Ils vivaient un peu en autarcie. Le Marais poitevin, c'est 60 km de long sur 30 km au plus large, soit environ 100 000 hectares, dont le tiers seulement est occupé par les marais mouillés. Le reste, ce sont les marais desséchés, mis hors d'eau par l'action de l'homme. Car il faut bien comprendre qu'il n'y a pas si longtemps, à la place de cette terre, il y avait la mer. Bonjour Yanis. Bonjour. C'est un espace pour les marcheurs, il est quasiment totalement plat. Le Marais poitevin, en effet, est plat puisqu'il est installé au fond d'un ancien golfe marin qu'on appelait le golfe des Pictons, qui était rempli par la mer, comme un grand nombre de golfes marins sur la façade atlantique, il y a environ 4000 ans. C'était l'océan qui venait. Aujourd'hui, le littoral est à 60 km, ici c'était l'océan. C'était l'océan, on peut s'imaginer des plages, on peut s'imaginer effectivement le bord de la mer. Et cet espace-là s'est peu à peu dégagé de la mer s'est peu à peu retirée. Il y a environ 1500 avant Jésus-Christ, elle a commencé ce mouvement qui s'est amplifié très progressivement, qui a formé un marécage, des roseaux, de la végétation. Et à partir du Moyen-Âge, les hommes qui avaient commencé à s'installer sur le pourtour de ce marais et sur les buttes calcaires qui émergeaient sur les anciennes îles, les hommes ont commencé à investir ce marais, à l'aménager. Et les seigneurs locaux, en donnant de plus en plus de biens, de revenus, de puissance aux abbayes qui s'étaient fondées sur le pourtour du marais, eh bien les seigneurs locaux et ces abbayes ont initié le mouvement de dessèchement du Marais poitevin. L'abbaye bénédictine de Maizé, fondée aux environs de l'an 1000 sur une île en surplomb de la mer, va devenir au fil des siècles une citadelle spirituelle, culturelle et économique au rayonnement international. Preuve de sa puissance, au XIVe siècle, le pape érige Maizé en évêché. L'abbatiale, élevée au rang de cathédrale, est agrandie. Il faut imaginer le chœur et le donjon de style roman, la cathédrale avec ses 7 clochers, les immenses vitraux faisant pénétrer la lumière dans le transept gothique, le cloître avec ses galeries richement sculptées. À la Renaissance, Maizé est un foyer intellectuel. D'ailleurs, un certain François Rabelais, avant de devenir le célèbre écrivain, viendra s'instruire ici durant 5 ans. Grâce à notre drone, on prend la mesure de l'importance de ce lieu. Ces ruines sont splendides, elles en disent long quand même sur le rôle qu'ont joué ces abbayes. Il s'agissait d'abbayes très puissantes qui étaient tout autour du marais, qui avaient suffisamment de moyens, d'argent, de pouvoir pour engager la première phase de dessèchement du Marais poitevin. Le XIIIe siècle est l'acte de naissance du Marais poitevin. C'est la première phase d'aménagement qui va commencer à jeter les racines du marais tel qu'on le connaît aujourd'hui, son organisation, son fonctionnement, dans la gestion de l'eau, dans l'endiguement, etc. J'imagine que ça a dû être un travail considérable. Comment ils s'y prennent pour assécher cet espace ? Alors, les abbayes au XIIIe siècle vont adopter une méthode qui va se retrouver au cours des siècles suivants, qui repose sur 2 principes. D'abord, empêcher l'eau de la mer de revenir, donc par un système de digue, et puis ensuite évacuer l'eau qui peut se trouver à l'intérieur du marais, par la pluie, par les sources souterraines, donc évacuer toute cette eau par des canaux, par des fossés, et l'évacuer vers la mer. On a un système très, très perfectionné, très pensé, qui se met en place avec ce réseau de canaux, de fossés qui vont quadriller l'espace, ces digues qui vont délimiter les marais à dessécher et puis qui vont empêcher la mer de revenir. Quel est l'intérêt de dessécher ces terres ? Les abbayes, les moines ont tout de suite compris qu'il suffit de semer un grain dans la terre du marais aussi fertile pour qu'il en vienne quelque chose de très productif. Le marais va devenir un véritable grenier à blé. Il y a aussi l'élevage. L'herbe grasse qui pousse sur le marais va être propice aux troupeaux que les paysans du marais vont pouvoir envoyer paître dans l'ensemble du marais.
Ce dispositif est très exigeant, il faut l'entretenir en permanence. Entre le XIVe et le XVIe siècle, la guerre de Cent Ans puis les guerres de religion vont avoir des conséquences catastrophiques pour le marais poitevin. Les canaux s'envasent, les digues s'effondrent, les inondations se multiplient, la mer finit quasiment par retrouver sa place d'antan. C'est sous Henri IV que va commencer la deuxième grande phase d'aménagement des marais. Cette fois-ci, ce ne sont plus les moines qui jouent le premier rôle. Non, les abbayes ne sont plus assez puissantes en raison des guerres qui ont abaissé leur puissance. On va confier cette fois-ci l'œuvre de dessèchement à des financiers, de riches financiers, des personnages fortunés qu'on va appeler des dessicateurs. Ça signifie quoi, dessicateurs? Personnes chargées de dessécher les marais. Oui. Henri IV va charger un certain nombre de personnages comme ça de dessécher les lacs et marais de France. C'est comme ça que va s'intituler la grande œuvre qui naît au début du XVIIe siècle. Il faut comprendre l'idée économique qu'il y a derrière pour Henri IV. Henri IV veut relever le royaume, on est au lendemain des guerres de religion, le pays est anéanti. Il veut relever le royaume sur le plan économique, sur le plan fiscal aussi. Plus les gens sont riches et plus ils sont de riches contribuables et donc capables d'abonder le budget royal. Donc il va lancer comme ça un certain nombre de travaux économiques, de défrichement et de dessèchement dans tout le royaume. En 30 ans, il va y avoir plus de 8500 hectares de marais qui vont être desséchés, 60 km de digues et de canaux. Et alors, des ouvrages d'art comme celui-ci, il est assez incroyable. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'aqueduc de Maillé, un des deux aqueducs qui fonctionnent encore aujourd'hui dans le marais poitevin et qui font partie des pierres angulaires du système de dessèchement du marais depuis le XVIIe siècle et encore de nos jours. L'objectif au XVIIe siècle était d'empêcher les zones d'inondation de refluer sur le marais, sur les marais desséchés, donc par un système de digues, mais aussi par un système d'aqueduc comme celui-ci, puisqu'ici, il s'agit de faire croiser un canal de dessèchement avec des rivières et de faire en sorte que ces deux cours d'eau se croisent. Évidemment, on ne peut pas faire autrement, mais il ne faut absolument pas que ces deux eaux se mélangent. L'aqueduc de Maillé a été reconstruit à plusieurs reprises. Différents aménagements sont venus compléter le dispositif et puis il y a les inondations qui l'ont détruit. Mais la partie la plus ancienne, elle reste, elle est du XVIIe ou XVIIIe siècle et elle continue à faire son œuvre, à permettre au canal de marais desséchés de passer en dessous de la rivière qui draine des eaux d'inondation. Merci Yanis. Cet espace est le royaume des angles droits, des lignes droites. Et dans la Venise verte, cette rectitude devient labyrinthique. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que l'État va commencer à s'occuper des marais mouillés. Tout le long de la rivière Sèvre, véritable autoroute aquatique, le réseau s'intensifie. Ici, chaque voie d'eau a son nom, bief, brou, gonelle, fossé. Le marais, c'est aussi un vocabulaire. On a changé de dimension là, dans quel type de route d'eau sommes-nous? Alors, nous sommes sur une conche, donc l'image de deux barques qui peuvent se croiser, un peu plus grand qu'un fossé, un peu plus petit qu'un canal ou une rigole ou que bien entendu la Sèvre. Ce qui marque lorsqu'on se promène en bateau, là, c'est un autre espace-temps presque, ça coule. C'est serein, c'est calme, tout est dans la quiétude. On glisse sur l'eau, on est sur un territoire où les arbres, l'eau, la terre, tout ça se mêle avec harmonie. Et finalement, de tout temps, dès qu'on a commencé à construire ce paysage, les techniciens même étaient tombés sous le charme, puisqu'on retrouve des textes de gens qui étaient venus pour faire des cartes militaires ou pour essayer d'inventorier les richesses potentielles de ce territoire, parce qu'il commence à devenir productif. Et ma foi, on a des descriptions où on nous parle de silence, de sérénité, de quiétude, de lieux où il fait bon vivre en paix. Mais ça n'a pas toujours été l'image du marais mouillé quand même. Ah non, on était sur des territoires qui autrefois étaient habités par des gens qui n'allaient pas du côté de l'ordre établi, c'est-à-dire du côté des aménagements du marais desséché, donc qui vivaient de chasse, de pêche. On parle de gens qui vivaient en refusant certains enrôlements, de payer certaines taxes. Donc un territoire un peu de non-droit. Mais dès l'instant où on a commencé à construire ce paysage, on est passé sur d'autres valeurs. Aujourd'hui, tous les touristes viennent pour voir la Venise verte, mais il faut bien comprendre qu'auparavant, ce n'était pas l'intérêt. On a fait ce centre pour les marais desséchés. Ce qui fait la beauté du paysage est d'abord un paysage agricole qui était utilisé dans le marais mouillé, donc pour faire de l'agriculture. Et le marais mouillé lui-même, c'est la résultante des aménagements qui ont été réalisés dans le marais desséché. C'est-à-dire que ce marais desséché, il est protégé et il fallait laisser des zones d'expansion de crues. Et ces zones d'expansion de crues, ce sont les marais mouillés qu'on a aménagés beaucoup plus tardivement. Alors pour bien comprendre le marais,
il y a des lieux symboliques. Ici, on est sur une levée, c'est la frontière. La frontière qui existe entre le marais desséché d'un côté et le marais mouillé de l'autre. Donc si vous regardez bien, c'est une butte de terre. Cette butte de terre va contenir les eaux de crue qui vont s'étaler dans le marais mouillé et qui ne vont pas franchir cette butte de terre et aller se déverser dans le marais desséché. Donc il faut bien avoir à l'esprit, marais desséché, marais protégé, marais mouillé, marais inondable. Et si on regarde cette butte de terre, eh bien, ma foi, elle est plantée d'arbres. Ces arbres, ce sont des frênes. Le frêne, c'est un bois qui se débrouille pas trop mal dans notre marais. Il a un système racinaire grossier, donc on l'a installé systématiquement sur les levées, comme ça, pour bien fixer les berges. Mais en même temps, c'est un bois qui va fournir beaucoup de bois de chauffage, parce qu'on lui coupe la tête, d'où son nom, frêne tétard. Ah, tétard, ça signifie, on l'a Voilà, étété en fait. étété, oui. Donc on coupe les branches, ça rejette, ça donne du bois de chauffage, mais ça peut aussi donner du fourrage lorsqu'on est en pénurie, qu'on n'a plus assez de foin. Les vaches adorent ça. Donc à partir de là, si on se met à observer le paysage qui nous entoure, là on peut déduire facilement que normalement, il n'y aura pas de pâturage. Par contre, Ah, parce qu'ils sont pas très hauts, c'est ça? voilà. Par contre, quand on regarde dans le marais mouillé, on s'aperçoit qu'ils sont à 2 mètres de hauteur. Donc, on se met hors d'atteinte de la dent du bovin. Donc là, on a l'illustration d'un paysage modelé, mais à 300%. Tout a été créé de main d'homme, je me répète, mais c'est vraiment une création humaine. Quand on est dans le marais mouillé, on a un comportement, un état d'esprit qui est différent de celui du marais desséché, qui est encore différent du marais maritime. Et le marais Poitevin, c'est toute cette richesse, c'est une globalité. Direction plein ouest, vers l'écluse de Braux, où nous retrouvons Yanis-Suire. Un lieu unique en Europe, pas moins de 11 canaux rejoignent la Sèvre niortaise, un nœud hydraulique. Lorsqu'on est dans le marais mouillé, Yanis, je ne suis pas sûr qu'on réalise à quel point on est en relation avec l'océan. Tout le marais converge en fait vers l'océan, vers ce point précis, ici aux écluses du Braux. Toute l'eau des marais mouillés et surtout des marais desséchés aboutit ici en étoile par l'ensemble de canaux qui se répartissent en étoiles autour de la baie de l'Aiguillon et de l'Anse du Braux. Toute cette eau ici aboutit pour ensuite être éjectée vers, c'est le terme, vers l'océan. Il y a un subtil équilibre à trouver, et là, c'en est un bon exemple à la porte où nous sommes. Ici, sur une des portes du Braux, donc à l'embouchure d'un des canaux de dessèchement, toute l'eau arrive ici, l'eau de dessèchement arrive ici, il faut l'évacuer vers la mer. Mais lorsque la mer est à marée haute, comme en ce moment, la porte est fermée, hermétiquement fermée, et toute l'eau de la mer est contenue au-delà de la porte. La porte empêche toute cette eau de s'engouffrer dans le canal de dessèchement, sinon la mer envahirait tout le marais Poitevin qui est derrière nous. Dans votre livre consacré à l'histoire du marais Poitevin, vous avez une jolie formule, une terre inventée, une idée d'homme. Ici, l'homme, au quotidien, il se confronte aux éléments naturels, il fait en sorte que l'eau ne revienne pas, qu'il puisse contrôler cette eau, ce mouvement des eaux. Des événements récents, comme la tempête Xynthia, par exemple, nous ont rappelé qu'on a à faire certains chefs-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre fragile, qui peut être remis en cause si l'homme n'y prend pas garde. L'homme doit garder cette mémoire du risque qu'il a assimilée au fur et à mesure des siècles, qu'il avait encore il y a quelques décennies, qu'on a probablement perdu depuis une cinquantaine d'années et qu'il faut retrouver, sinon le marais peut redevenir un marécage comme il l'était avant le Moyen-Âge. On sentirait presque les embruns maritimes, l'océan est loin d'ici? L'océan, il est à quelques poignées de kilomètres ici, 2-3 kilomètres seulement. La baie de l'Aiguillon, elle est juste là. L'océan, on le touche du doigt, on le touche des narines, effectivement, c'est juste là. Merci Yanis. La baie d'Aiguillon, un pays entre deux, entre terre et mer, entre eau douce et eau salée, entre homme et nature. Depuis 1996, la baie a été classée en réserve naturelle. Il faut dire qu'elle fait partie des rares sites, avec la baie du Mont-Saint-Michel, où l'on trouve des présalés d'une telle qualité, d'une telle richesse. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eric. Je dois avouer que j'ai une drôle de sensation, l'impression d'être encore dans le marais, mais plus vraiment dans le marais. On est où exactement? Vous êtes encore dans le marais, mais dans le marais maritime du marais Poitevin. Donc sur les Misodes, vous êtes passé de la digue à la mer qui protège l'ensemble du territoire du marais Poitevin des intrusions marines. Et là, on arrive sur les présalés, les misodes. Voilà, les misodes, c'est le mot local pour les présalés. Absolument. Alors, les présalés, tout le monde en parle et je suis pas sûr qu'on sache exactement ce que c'est. Un présalé, c'est déjà une vasière enherbée sur laquelle pousse une végétation qui est adaptée. Et en fait, c'est la hauteur de vasière qui va conditionner l'apparition de certaines espèces. Donc la moindre variation de relief va complètement conditionner la présence de telle espèce
ou d'une autre. Alors là, par exemple, là, on est en train de marcher sur un sol. Esthétiquement, d'ailleurs, c'est une splendeur qui est tout craquelé. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau. Donc... Ça veut dire qu'il y a eu de l'eau qui est restée un peu plus longtemps, qui est restée inondée. Et si l'eau reste trop longtemps, il n'y aura rien. Si elle reste moins longtemps, on va avoir des espèces qui vont apparaître comme la salicorne, qu'on peut voir ici, qui commence tout juste à apparaître. Et plus on va monter, on va avoir d'autres plantes. Ici, la Puccinellie maritime. Alors elle a un très joli nom, elle a une grande importance. Pourquoi? Le nom local s'appelle la misote. Donc c'est cette plante-là qui a donné le nom générique aux misotes. Et en fait, c'est une graminée qui est fauchée annuellement par des exploitants locaux et qui est a priori assez appétant pour les bêtes, pour l'élevage, Pour les de bovins, fait de sa ouais. teneur en sel. Ah d'accord, ah bah oui. Chèvre, bovin, voilà, parce qu'on est sur le présalé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui est aussi appréciée par ce qu'on appelle les canards brouteurs, les oies, les bernaches. Là on est un peu dans l'esprit de la réserve naturelle, c'est-à-dire un espace naturel et en même temps un espace d'activité humaine. On est dans un esprit où l'activité humaine sert aussi des objectifs de conservation. Je reviens sur le terme présalé. Ça veut dire que en fait, cette terre, elle est salée par l'eau de mer? Absolument, lors des grandes marées, la mer vient jusqu'à la digue. C'est un espace tout plat, on a l'impression avec un horizon très lointain. Si on monte le drone, qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? Vous allez voir une partie de présalé, ensuite la vasière, la Sèvre, et la mer et les pertus charentais. Les 6000 hectares de la réserve naturelle englobent les présalés mais aussi les vasières de la baie d'Aiguillon. Allez, Mad. Ces vasières semblent inertes, mais en fait, elles hébergent beaucoup de mollusques, de vers, des organismes qui se situent à la base de la chaîne alimentaire. Les spécialistes parlent de productivité primaire, celle de la baie d'Aiguillon est exceptionnelle, comparable à celle des forêts tropicales. Où sommes-nous là, ici, Manuel? Donc nous sommes sur la Sèvre niortaise, au cœur de la réserve naturelle de la baie d'Aiguillon, au cœur de la baie d'Aiguillon, donc finalement à l'aval du Marais Poitevin. Et là, on part vers la baie Là, elle-même. on part vers la baie, vers la mer, vers l'île de Ré. Beaucoup de bateaux. Qu'est-ce que c'est comme bateau? Donc ce sont des bateaux mytiliculteurs, donc pour la culture de la moule. La mytiliculture est présente en baie d'Aiguillon, donc la culture de moule sur bouchot, qui existe depuis le XIIIe siècle a priori. Quand il y a des moules, c'est un marqueur justement de la qualité Ouais, des eaux? c'est un marqueur. Pour avoir des bonnes moules, il faut une bonne eau. On a un peu la sensation de naviguer presque dans la terre. Hein. Effectivement, là, on a en fait on a l'impression d'être un peu dans le côté intime de la Sèvre niortaise, c'est-à-dire qu'on a juste les vasières qui dépassent un peu de chaque côté. Et c'est vrai qu'à marée haute, là, on a la vue sur toute la baie, on voit les digues, on voit la pointe Saint-Clément d'un côté, la pointe de l'Aiguillon de l'autre. Et par grande marée, toute la baie est recouverte d'eau de mer, quoi. À marée basse, on est dans cette situation, c'est-à-dire, voilà, la seule partie en eau, c'est où on est là, sur la Sèvre niortaise. Qu'est-ce qui se passerait si la baie de l'Aiguillon disparaissait? La chaîne alimentaire qui a lieu ici, en fait, disparaîtrait également ou serait fortement altérée. Par exemple, les présalés, les vasières, sont des zones de nourricerie pour de nombreux poissons. Donc le petit poisson, que ce soit une sole, que ce soit un bar, que ce soit un mulet ou une dorade, viennent se nourrir sur les vasières ou sur les présalés selon les espèces, et ensuite vont en mer poursuivre leur cycle biologique. La richesse de la mer dépend en partie de la baie de l'Aiguillon. Dépend en partie de la baie d'Aiguillon. Ah ouais. Et de la même façon, un certain nombre d'espèces d'oiseaux, par exemple, viennent se nourrir, d'oiseaux migrateurs bien évidemment, viennent se nourrir sur les vasières ou vont se nourrir sur les présalés et vont ensuite se nourrir également en marais poitevin. Ça concerne surtout les canards. La baie de l'Aiguillon est un espace entre terre et mer, un peu tampon entre le marais et les pertus charentais, qui a une importance forte pour de nombreuses espèces. La mer qui, au gré des marées, couvre et découvre une cuvette peu profonde, la baie de l'Aiguillon offre plus ou moins la physionomie du marais poitevin avant l'intervention des hommes. C'est dire le talent qu'il leur a fallu pour séparer la terre de l'eau. C'est aussi la preuve que les paysages les plus séduisants sont rarement
le fruit seul de la nature, mais bien le résultat de la confrontation entre un environnement et des ambitions humaines.